Le podcast Entreprendre à l'étranger vous est présenté par la plateforme AV.IMO. Si vous voulez acheter, vendre, faire estimer ou financer un bien en France ou au Portugal, les experts d'AV.IMO vous accompagnent gratuitement dans vos démarches. Pour être accompagné sereinement, rendez-vous sur le site www.ave.imo. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. La semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, on était en direct depuis Bruxelles. Là, on prend la direction de Dubaï pour aller à la rencontre de Florence. Florence, bonjour, sois la bienvenue. Merci Euh, beaucoup, Alim. je vais te demander de te présenter, savoir un peu qui tu es, où tu es, pourquoi tu es là-bas, ce que tu fais, et puis après, je te poserai plein de questions. Ça marche, avec grand plaisir. Alors moi, je suis donc multi-expatriée. Je suis une adoptée parce que je suis sri-lankaise d'origine, mais complètement lyonnaise. Et donc, j'ai vadrouillé pas mal. Je viens du corporate world parce que j'ai travaillé dans le marketing et la communication avant de suivre mon mari. Nous, voilà, on était jeunes mariés, tu vois, ça va t'arriver bientôt. On était jeunes mariés et il m'a emmenée à Dubaï pour son travail, alors qu'avant, c'était lui qui me suivait. Donc voilà, la donne a changé à partir de notre mariage. Et pour moi, ça faisait du sens de ne pas être qu'une conjointe suiveuse. Et j'avais vraiment envie de créer mon entreprise et de pouvoir par la suite être une global nomade parce que quand on est multi-expatrié, on change de pays assez souvent. Donc voilà, je voulais pouvoir emporter mon entreprise avec moi. Et puis, on s'est aussi dit que on allait fonder notre famille. Donc, on a 3 petites filles qui sont des enfants de troisième culture parce qu'elles sont nées à Dubaï, elles n'ont jamais habité en France. Et du coup, ça me permet donc d'être une maman et une expatpreneur. Voilà, voilà. Ça fait pas mal de casquettes, mais Oui, je vais juste rebondir sur un élément, c'est ce que tu appelles les enfants de troisième culture. Et en fait, et c'est assez intéressant, on en a de plus en plus, c'est tu des origines, moi j'ai des origines, moi je suis né en Algérie, d'une mère algérienne née en France et d'un père congolais né à Kinshasa. Je pense qu'à un moment donné, c'est inné chez nous. ah bah tout à fait. Oui, 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 C'est, ça fait partie de nous. on a un amour pour les avions, les trains et les valises qui est inexplicable. Exactement. Bah, tu vois, je prends l'avion tout à l'heure et en effet, je prends l'avion comme si je prenais un taxi finalement. Le monde est vraiment notre terrain de jeu, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, c'est complètement ça. C'est une Et grande joie, je pense, d'avoir cette ouverture d'esprit et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier et que je suis sortie du corporate world pour créer mon entreprise dans les formations interculturelles, justement pour accompagner ces enfants à découvrir leur identité et je sais pas, moi, si je te pose la question, c'est où chez toi? Tu me réponds quoi? c'est où chez moi? C'est un concept. Il y Voilà, a tu vois? il y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un de très patriote de par son métier et je lui dis ouvertement, je fais: comment dire? Je reconnais l'existence de tous les pays, là-dessus, il y a pas de souci. Je reconnais le fait qu'il y ait des frontières, machin. Je dis: «Mais pour moi, c'est un concept». Je lui dis: «On parle de nation, de patrie, de patriotisme, de nationalisme». C'est des mots sur lesquels j'arrive pas à trouver une définition qui me convienne. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais en fait, tu vois, ce que je dis souvent pendant mes formations, c'est que finalement, chez soi, c'est là où on se trouve à un moment donné avec les gens qu'on aime, quoi. Mais Et c'est du coup, on peut exactement ça. avoir plusieurs chez nous. C'est exactement ça. Bah, avant l'enregistrement, on discutait un peu de mes projets et en fait, ouais, les projets changent, mais parfois c'est d'une semaine à l'autre. Bien sûr, ouais. Tu vois, moi, j'ai un nouveau motto, c'est à chaque heure suffit sa peine. Et c'est vrai, bah, c'est exactement ça. C'est les projets peuvent changer d'une semaine à l'autre et tu te rends compte que ton entourage est plus perturbé que toi. Ouais, ouais, Et parce ils que arrivent pas à comprendre que tu sois, tu sais, un peu cool, tu sais, un peu léger là-dessus. c'est ça. C'est toute une question d'état d'esprit, j'ai envie de dire. Du coup, revenons à toi. Tu quittes la France pour la première fois, c'était quand?
Ah là là, alors attends, on va savoir mon âge parce que je suis plus si jeune. Je quitte la France, Je biperai si tu veux. je quitte la France en 2004 et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents, tu vois? Ma maman est italienne, mon papa est français et ils nous ont mis dans une école internationale. Donc en fait, la première fois que j'ai vraiment quitté la France pour partir en Angleterre, tu vois? Dans ce qu'on appelait les correspondants, tu sais? Je sais pas si tu as eu ça où on partait 3 semaines, pour apprendre la langue et découvrir le pays avec une petite fille, dans mon cas et j'allais à l'école avec elle. Donc voilà, j'ai commencé à 7 ans et je pense que je suis vraiment tombée dans la marmite de l'interculturel, bah, déjà dès ma naissance et j'ai eu cette envie de bouger bah, dès mes 7-8 ans, on va dire. Et puis j'ai vraiment quitté la France pour partir à New York faire mon master en 2004, je pense. Et depuis, je suis jamais revenue en France. Donc tu vois, ça va bientôt faire 20 ans, quoi. Je suis contente. Et je sais Est-ce pas si on retournera en France à un moment donné, mais Ah, ça, c'est la question que je pose toujours à la fin et j'adore les réponses. Parce que c'est soit tu as des gens qui te disent: «Ah oui, mais moi, de toute façon, si je me vois pas vieillir à l'étranger, il faut que je rentre en France». Et tu en as qui te disent: «Mais jamais de la vie». bah, en tant que bonne Dubaïote, je vais te dire Inch'Allah. Exactement, Inch'Allah, qui sait? Mais non, non, après, c'est vrai que c'est les questions qu'on se pose ou ce que tu disais au début, il y a pas de c'est pas qu'on a plus de pays, C'est qu'on est de c'est qu'un partout. ouais, Ouais. il y a pas si longtemps, je discutais avec une personne qui fait de l'accompagnement d'entrepreneurs, mais sur un autre secteur, c'est sur de la com, ou qui me disait: «Voilà, moi, je veux être ancré ici, je veux travailler avec les acteurs locaux, je veux ceci, je veux cela», et elle me détaillait tout, et ma première réflexion, je fais: «Ouais, non, mais là, c'est trop petit, en fait». Ouais. On parle on parle d'une grande métropole, hein. Je lui dis: «Mais c'est trop petit». Je fais: «La France, c'est petit». Je fais: «Et l'Europe, c'est petit». Donc des fois, moi, quand j'ai des projets qui peuvent même m'amener ou même m'amener virtuellement ou accompagner un client sur un autre continent, mais je réfléchis même pas, j'y vais, je me dis: «Au pire, j'apprends un truc, bah, c'est pas grave». Ouais, et même si le projet n'avance pas ou si le client change d'avis, bah, au pire, j'aurais appris, je sais pas, le marché de je ne sais quelle matière première dans ce pays-là, la réglementation sur je ne sais quelle autre matière, et au moins tu apprends quelque chose. Exactement. Et puis moi, je suis enfin, j'adore aussi rencontrer, découvrir de nouvelles cultures. Et puis surtout, je me dis que les belles rencontres se font pas par hasard. Bah, pas du tout, pas du mais clairement pas, mais là aussi, il faut être dans une disposition où tu vas découvrir autre chose. Ouais, T'as les gens qui veulent aller s'installer juste pour bosser, faire du business, et puis à un moment donné, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à s'intégrer culturellement, socialement, professionnellement dans le pays. Et t'as des gens qui arrivent en mode touriste. Moi, j'ai rencontré des gens à Lisbonne qui, après plusieurs années d'installation, et ils te posent des questions administratives. Et comment on fait pour faire ça? Je sais pas, ça fait 6, 7, 10 ans que t'es là. mm, C'est prends une demi-heure. Quand tu arrives, prends une demi-heure, pose-toi les questions. C'est comment fonctionne la Sécu, comment fonctionnent les hôpitaux, qui sera mon médecin traitant. Et bah, un après, départ, ça se chill. prépare, hein. Ouais, c'est Voilà. sûr. Et après, chill le reste de ta vie si tu veux. Mais ce que je te raconte, c'est un cas. C'est une personne, au bout de 6 ans, elle m'a dit: «Mais du coup, l'assurance maladie ici, ça se passe comment?» Bah, après, heureusement pour cette personne, elle a eu la chance de pas avoir de pépins de santé avant. Tu vois, c'est pas mal. Mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est elle rentrait en France. Dès qu'il y avait un souci, elle rentrait en France. Ouais, Heu, Dès qu'il y avait un souci, elle rentrait en France, et après il y a eu d'autres cas où pareil, c'était pour c'est une dame que je connais, c'est pour sa fille, où elle trouvait les frais de la clinique privée exorbitants au Portugal, et en fait, elle est rentrée en France, elle s'était rendue compte que l'intervention n'était pas prise en charge. C'était tellement poussé, c'est un truc qui n'était pas pris en charge, et tu avais genre 2-3 hôpitaux ou 2-3 cliniques privées qui le faisaient en France. d'accord. Voilà, et pour elle, c'était une évidence, c'est: «Je vais rentrer en France et ça sera réglé». Ben, tu rajoutes le transport, l'hébergement, le machin, ceci, ben, en fait, c'était moins cher au Portugal. Ouais, faut faire Donc ses devoirs, quoi. il y a Mm. toutes ces questions qu'il faut se poser aussi. Donc tu me Exactement. disais 18 ans. Ouais, 18 ans que tu as quitté la France. Voilà, exactement. Entre-temps, tu es revenu? Pas du tout?
Je suis revenue, bah, tu vois, un peu comme toi en ce moment, pour préparer mon mariage, parce que mon mari était au Nigeria, donc je l'ai pas suivi au Nigeria et on était en Suisse et après, en fait, c'est là où j'ai repris mes études. Je saurais pas te dire là bah si, l'année de mon mariage, je suis bête, donc 2009-2010 et c'est là où j'ai repris mes études pour devenir, coach et formatrice interculturelle. Donc voilà, tu vois, je practice ce beau métier depuis ouais, 12-13 ans maintenant. Donc c'est pour ça dans la vie, il faut pas avoir peur de rebondir. Et je pense que voilà, les voyages forment la jeunesse. Et puis surtout, ça nous permet de nous réinventer et de nous réaligner avec nos valeurs. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le monde corporate qui me convenait plus. J'ai eu ce déclic quand on habitait en Australie. Et ensuite, en revenant, bah, je me suis dit, OK, mon mari part au Nigeria, je peux pas le suivre. Qu'est-ce que je fais? Soit je pleure toutes les larmes de mon corps et je me mets dans l'organisation du mariage que tu connais bien, soit je reprends des études et je prépare la suite. Donc j'ai décidé de préparer la suite. Mais le pari n'était pas gagné parce que à l'époque, créer une entreprise à Dubaï sans avoir jamais vécu là-bas et sans avoir jamais travaillé là-bas, bah, au début, voilà, il y a des hauts et des bas, quoi. Mais comme on le disait, un départ, ça se prépare. Et puis, il faut être prêt à toutes les éventualités. Et puis, surtout, à monter dans un grand 8, hein, j'ai envie de dire, avec des hauts et des bas. Et puis, être prêt à surtout avoir cet état d'esprit qui permet, comme tu le disais, d'apprendre, peu importe l'outcome des relations qu'on peut créer, quoi. Tu vas me Je détester, hein, je suis un peu Jean-Claude Van Damme, hein, je mets des mots d'anglais tout le temps, c'est horrible. Mais j'y travaille. Non, 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 non. Alors, non, non. Alors, sache qu'il y a un truc qui m'intéresse, et depuis que je fais ce podcast, étant donné que je discute avec des gens qui sont à l'étranger ou qui ont longuement vécu à l'étranger, il y a un truc que je trouve mignon, c'est qu'on invente des mots. Oui, bah, je dois en inventer tout le temps, oui, ça c'est sûr. Et, et du coup, et quand il y a, et je fais un coucou à Ophélie qui était mon invité à Hong Kong. Et en fait, non, non, on invente des mots. Et tu te rends compte que ça choque les autres personnes, mais nous, expats ou immigrés, en fait, ça nous choque pas. Et le pire, c'est qu'on comprend le sens du mot. Oui, c'est ça qui est beau. Et généralement, qui ne veut strictement rien dire en français, hein. Et non, 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 mais il y a pas de. Non, non, écoute, bah, tu seras mon invité, Jean-Claude Van Damme. Exactement. Du coup, comment dire, pour revenir à ton parcours, c'est que tu fais tes études et tu commences à accompagner les expatriés. Quels ont été tes premiers clients? Alors mes premiers clients ont été, beaucoup bizarrement, hein, des top managers, des senior managers qui venaient, donc travailler au Moyen-Orient et qui du coup ne connaissaient pas, la culture déjà, du Moyen-Orient et surtout qui ne savaient pas forcément, comment travailler dans un milieu multiculturel. Donc c'est quelque chose qui était très intéressant de pouvoir leur apporter des clés et surtout, bah, un global mindset, de sortir, alors moi j'ai rarement des Français, c'est ça qui est assez drôle. J'ai souvent, bah, j'ai tout le temps des internationaux, donc c'est très riche pour moi. Souvent j'ai l'impression d'apprendre plus ce que j'enseigne, mais c'était très intéressant de pouvoir voir en fait des personnes qui ont des carrières brillantes et qui finalement, ont encore des doutes, et ont encore envie d'apprendre et ils ne s'assiedent pas forcément sur leurs acquis et donc là, c'était des coachings, des formations exceptionnelles parce que, bah, pour moi, une de mes valeurs principales, c'est de transmettre et de partager et du coup, voilà, quand je les suis encore ou j'en ai une notamment, une femme qui avait un poste très important, qui est une de mes premières clientes et que je suis encore en contact avec elle et elle me disait: «Mais Florence, une femme au Moyen-Orient avec ma position, mais comment je vais faire pour me faire respecter? Comment je vais faire pour que tout le monde puisse meet les deadlines, comment je vais faire pour avoir une cohésion d'équipe?» Et bien, finalement, voilà, c'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir, leur donner des astuces, de pouvoir les aider à créer leur propre profil culturel. C'est très enrichissant et je l'ai encore eu il y a 15 jours. Elle me disait: «Mais tu sais, j'oublie jamais, enfin, je n'oublie pas, tout ce que tu m'as, enseigné, les petites phrases ici et là qui m'ont permis de grandir, dans ma profession et aussi personnellement». Donc voilà, c'était vraiment,
si je devais parler de persona dans le monde de l'entreprise, comme on dit, je pense souvent à elle, une de mes premières clientes. Parce que c'était pas gagné, hein, il y a 12-13 ans au Moyen-Orient quand on arrivait, hein, en tant que femme, même à Dubaï. Mais c'est ça, après, il y a ce qu'on appelle les soft skills, mais il y a aussi un manque de il y a un manque d'information et une absence de curiosité. Parce que ce que tu racontes, c'est il y a pas longtemps, j'en discutais avec une personne à Lisbonne qui a vécu, quasi plus de 30 ans en étant 30 ans de vie d'expat, en accompagnant son conjoint et pareil, donc la première fois où elle part au Moyen-Orient, c'est un mystère total. Ouais. C'est un mystère total et aujourd'hui, ses enfants alors ce qui est marrant, c'est que ses enfants les plus âgés parlent arabe. Oui, bien sûr, oui, oui. Ses petits-enfants ont des réflexes qu'ils ont appris lorsqu'ils étaient baignés dans une culture arabophone. Ah oui, complètement, mais tu vois, nous, un des mots que j'utilise tout le temps, c'est «ralasse». Ça fait Ça, partie généralement, ça entièrement de coupe notre court. vocabulaire, tu vois. Ouais, non, mais ouais, généralement, ça coupe court dans une discussion et on connaît la portée du mot. C'est ça qui Mais du coup, tu vois, tu passes quand même pour une maman sympa, quoi, parce que personne comprend vraiment. Mais les enfants, enfin mes filles savent que quand je dis «ralasse», bah c'est «ralasse», quoi. c'est la menace, c'est le dernier ultimatum avant avant la foudre. Exactement. Heu et comment et parlons des accompagnements. Quel, quel type d'accompagnement tu dispenses le plus? Est-ce que c'est uniquement pas uniquement, mais principalement sur, la transition professionnelle? C'est la personne quitte son poste en France et est mutée, on va prendre l'exemple de Dubaï, ou c'est vraiment tout l'environnement que tu prends en charge? La personne, les enfants, le conjoint, la conjointe ou c'est du, comment dire? Ou c'est du sur mesure uniquement pour la personne? Alors, en fait, il y a plusieurs réponses dans ta question. La première, c'est que du coup, moi, je forme et j'accompagne des enfants à partir de 6 ans. Donc j'ai en fait, si tu veux, j'ai des enfants de 6 ans, j'ai des conjoints d'expats, parce qu'il y a aussi des hommes, hein, qui suivent leurs femmes. Tu vois, j'ai eu le cas, d'une cliente en Arabie Saoudite, encore une fois, où c'est elle qui partait, pour son job et c'est son mari qui suivait. Donc en Arabie, tu vois, c'est pas quelque chose de commun non plus et en fait, ce qui est important, c'est qu'on prend, la personne dans sa globalité. Donc on va avoir toute une partie business, comment travailler dans un milieu multiculturel, comment travailler avec différentes nationalités, bien que voilà, le but de la formation, c'est de faire comprendre qu'on ne manage pas des nationalités, mais des personnalités. Donc là, on développe toutes les soft skills, on crée le profil culturel. Et puis, après, ça va être aussi ce qu'on appelle du daily living. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu vois, trouver des médecins, trouver des ressources nécessaires. Par exemple, si le conjoint a envie de créer sa boîte, ça va être comment accompagner l'enfant à se faire de nouveaux amis, à comprendre la culture, qui il est, comment créer son identité. C'est là où j'ai créé, j'espère que tu as faim, il est encore un peu tôt, mais c'est là où j'ai créé le burger de la culture, la métaphore du burger, parce qu'on reste français, hein. donc, euh, l'alimentation fait partie intégrante de notre culture et donc, c'est en ça, tu vois, on parlait des enfants de troisième culture tout à l'heure. Et finalement, les enfants que j'ai, parce que j'en ai quand même beaucoup, les entreprises commencent à comprendre qu'il n'y a pas que l'employé qui doit avoir une formation. Parce qu'au final, bah, le conjoint en a besoin aussi pour se sentir bien, de pouvoir s'intégrer et s'adapter. Et encore plus les enfants, parce que j'ai pu le voir, tu vois, dans toutes ces années d'expérience, si les enfants ne sont pas à l'aise, ça a quand même un immense impact au sein de l'équilibre de la famille. Et par conséquent, parfois, le manager ou l'employé peut en fait dire bah, j'arrête. Parce que ma famille n'est pas heureuse. Donc de plus en plus aujourd'hui, j'ai effectivement les managers et les enfants et ça j'adore parce que ça leur permet de créer vraiment ce sentiment d'appartenance et de faire en sorte qu'ils se trouvent bien et chez eux là où ils se trouvent à un moment donné.
Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le burger, parce que finalement, le pain, eh bien, ne bouge pas. C'est, on va dire, tu vois, dans le cas de mes enfants, bah, le pain, c'est la France. Elles sont françaises. Et au fur et à mesure de leurs expatriations, eh bien, on voit les valeurs qui les portent et qui résonnent en elles. Et on crée, en fait, ce burger en rajoutant des ingrédients. Et donc, au final, eh bien, ça leur permet de créer leur identité et de become a juicy burger. Donc, voilà. Et tes enfants ont quel âge aujourd'hui? Est-ce qu'ils comprennent le fait qu'ils sont français, mais qu'ils vivent à l'étranger? Bien sûr, oui, oui, oui. Pour elles, bah, la France, c'est le pays des vacances. Elles ont 10, 8 et ma petite, mon petit bébé va avoir 6 ans la semaine prochaine, tu vois. Donc, ouais, elles sont complètement en âge de comprendre qu'on garde bah, le français à la maison, clairement. Et puis, on essaye le plus possible de créer une culture familiale. Et cette culture familiale, on peut la retrouver, peu importe dans le pays dans lequel on peut se trouver. Je sais pas si ça fait du sens. Tu vois, par exemple, bah, on aime bien célébrer Halloween. Bon, après, ça tombe le lendemain de l'anniversaire de ma fille, donc ça lui fait double ration de bonbons, donc elle est ravie. mais, euh, mais après, voilà, on adore aussi, tu vois, la Chandeleur. La Chandeleur, c'est quelque chose qu'on va célébrer en famille, peu importe le pays dans lequel on se trouve. On a vraiment créé une culture familiale qui permet de faire en sorte que même si elles n'habitent pas en France, et peut-être qu'elles n'habiteront jamais en France, fait en sorte qu'il n'y a pas de décalage quand elle se retrouve en France avec nos copains, quand elle se retrouve en France avec les cousins, de faire en sorte, comme on dit en anglais, de blend in le plus possible, quoi. Mais c'est un D'accord, challenge de tous je les jours, comprends hein. mieux. Je Et le comprends but mieux. des formations, c'est de faire en sorte que bah, ce concept de global mindset et de burger puisse apporter des outils et des solutions pour tous les enfants d'immigrés ou d'expatriés finalement. Et peu importe le pays, les outils et le process, j'ai envie de dire, fonctionnent de la même manière. Donc voilà, c'est en ça que mon travail me permet de jouer dans le monde entier et de aussi beaucoup voyager de façon à soit intervenir par des conférences. Tu vois, j'étais à Malte il y a quelques semaines pour intervenir auprès d'étudiants, pour les aider à développer leurs soft skills, à développer leurs connaissances interculturelles, euh, pour qu'ils puissent vraiment être capables, tels des caméléons, de s'intégrer et de s'adapter, tant dans un milieu professionnel parce qu'ils vont commencer leur carrière, que personnel parce que peut-être qu'ils vont vivre un certain nombre d'années à l'étranger. Et ça, t'es amené à te déplacer régulièrement pour justement partager ce savoir? Oui, exactement, oui, de plus en plus. Donc, tu vois, je vais avoir les formations vraiment top manager, conjoint d'expat et enfants. Et puis là, de plus en plus, euh, j'interviens au niveau des formations, tant pour des workshops que pour des conférences, dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Des entreprises peuvent aussi m'appeler pour les aider à développer le global mindset ou la sérénité dans une équipe multiculturelle. Voilà mes plusieurs casquettes. Et je vais te poser une dernière question là-dessus. Et quels sont les pays dans lesquels tu interviens le plus? De partout. Pas beaucoup les États-Unis. Mmh. États-Unis, Canada, non. Et on va dire que je m'arrête entre l'Europe et le Moyen-Orient. C'est là où je travaille le plus, pour l'instant en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as le profil inverse, c'est-à-dire la personne s'est expatriée, a vécu plusieurs années à l'étranger et souhaite revenir dans son pays d'origine? Alors j'ai un profil qui est très intéressant, c'est le multi-expat. Le multi-expat qui se dit je connais, je sais, et donc on lui propose quand même au sein de son entreprise une formation, et il va arriver avec des pieds de plomb, et puis il va dire mais en fait qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Et au fur et à mesure je le vois se dérider, et à la fin il me dit mais en fait j'avais l'impression que je savais tout sur la mobilité internationale, et je vous remercie parce qu'au final mes valeurs ont changé, j'ai changé par rapport aux différentes expériences que j'ai pu vivre dans les pays dans lesquels j'ai vécu et habité. Et du coup, tu vois, il me remercie. Et ça, pour moi, c'est mon plus beau cadeau, d'avoir ces multi-expats qui continuent à apprendre. Et ensuite, effectivement, bah, c'est ce qu'on appelle la repatriation. Euh,
Et c'est pareil, en fait, c'est un départ se prépare. Donc moi, j'aime pas dire on rentre parce que finalement, comme je viens de le dire, on a changé, on a évolué. Et puis les personnes qui sont pour le coup restées, elles aussi ont changé, évolué. Et donc du coup, j'aime beaucoup dire que finalement, l'état d'esprit dans lequel on doit être, c'est de se dire on va et on ne rentre pas. Parce que quand on se dit qu'on rentre, on va avoir des expectations qui vont pas forcément nous aider à nous intégrer, nous adapter. Alors que si on se dit qu'on va, eh bien, on va mettre en place ce processus de grand 8, de burger, de je dois redécouvrir quel médecin, quelle école, etc. Et du coup, on a une ouverture d'esprit qui va nous permettre de nous intégrer, de nous adapter beaucoup plus facilement. Donc oui, les formations sont valables dans un sens comme dans l'autre. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que le fait d'être multi-expat, alors déjà, il y a deux choses. Les personnes qui partent, quelle que soit la durée ou quel que soit le pays, et qui reviennent avec le même état d'esprit, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans leur expatriation. Oui. C'est tu peux pas revenir avec le même état d'esprit. Moi, je l'ai vu la première fois que je suis parti, ça a duré un peu moins de 2 ans. Je suis revenu et j'avais perdu des potes. Et je comprenais plus ce qui se passait autour de moi. Oui, bien sûr. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la gifle que tu te prends lorsque tu rentres. Mais il y a un énorme décalage, ouais. C'est je me suis rendu compte que le fait de revenir en France, même de repasser en France, quelques mois ou 1 an ou 2, c'était plus brutal que d'abandonner la France pour aller s'installer dans un pays étranger auquel tu ne connais rien et auquel tu ne comprends rien. Complètement. C'est pour ça que moi je dis souvent, si on doit revenir dans le pays d'origine ou aller, tu vois, si on doit aller dans le pays d'origine, il faut vraiment y aller avec clean slate, tu vois, vraiment une page blanche et de se dire, bah, j'ai tout à écrire. Les copains, les amis qui comprennent ce que j'ai vécu, bah, tant mieux, du coup, ça a renforcé les relations. Et ceux qui, du coup, alors, n'ont pas intégré vraiment ce qu'on a pu vivre à l'étranger, eh bien, c'est pas grave en fait. On peut juste se dire on va boire un verre et puis on se retrouve et puis on verra comment la relation doit évoluer. Mais je pense que c'est vraiment important d'être dans l'état d'esprit de se dire je recommence à zéro ou c'est comme si je partais dans un nouveau pays. Et c'est ça, j'en parlais dernièrement avec Magali Desmith qui fait Oui, ça, qui accompagne les gens à rentrer en France. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui demandent un accompagnement parce qu'en fait, comment dire, ça peut être hyper compliqué. ouais. Et pour le coup, tu vois, j'ai même envie de rajouter que c'est pas inné De quoi? De partir ou de revenir? de revenir. Bah non. Mm. Non, parce qu'après, je pense que ça ancré dans l'ADN. On a tous des origines différentes, de fait de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui ont quitté un pays pour s'installer dans un autre et qui ne sont jamais revenus, qui ne sont jamais retournés. Où tu ressens ça, oui, où généralement, tu sais, les personnes âgées ressentent le besoin de revenir sur leur terre natale, mais à 70-80 ans, quoi. Ouais, Ça, je sais pas si nous, on l'aura. moi je Si suis arrivé à 80 balais, on va dire, tiens, j'ai envie de revenir en France, ou dans mon cas, tiens, j'ai envie de retourner en Algérie, ou non, c'est peut-être à 80 balais, je vais juste me dire, tiens, je vais aller peut-être tenter un nouveau pays. ouais. C'est ne serait-ce qu'un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et il y a tout ça à prendre en compte. Il y a tout ça à prendre en compte et je pense que tu vois, quand je le vois, hein, par rapport aux enfants, ou jeunes adultes que je forme, du coup, bah, quand tu mets la casquette de parent, tu te dis: «À quel moment je me pose aussi?» Tu vois? Et je pense que ça doit être, un des facteurs qui fait potentiellement que tu rentres en France. Ou alors, bah, tu fais le choix de te dire: «Bah, je fais toute leur scolarité à l'étranger». Ils choisiront où est-ce qu'ils vont, étudier, pardon. Et puis effectivement, c'est là où tu dis: «Bah, en fait, ils étudient tous dans un pays différent». Donc peu importe là où on se posera à 80 ans, bah, ils auront l'habitude aussi de bouger, quoi. Mais non, non, Mmh. c'est exactement ça. Et c'est exactement ça, et c'est ça aussi aujourd'hui qu'il faut expliquer. C'est Après, je comprends parfaitement les gens qui quittent un pays, puis après ils souhaitent absolument y revenir, hein. Ça, c'est normal, c'est compréhensible. C'est aussi une question de sécurité. Les gens se sentent en sécurité dans leur pays natal. Ouais. Alors, ce qui peut être vrai, mais c'est pas tout le temps le cas.
Euh, c'est pas tout le temps le cas. Moi, j'ai vécu au Maroc et j'ai une amie au Maroc dont les parents pas lui interdisaient, mais lui déconseillaient d'aller à Casablanca parce que c'était hyper dangereux pour eux. D'accord. Ouais. Alors que la pauvre, en fait, elle s'était fait agresser à Paris, quoi. Ouais, il y Et a elle pas est mal. venue à Casablanca et elle en garde des souvenirs fantastiques. Donc il y a ça aussi, il y a l'espèce je suis chez moi, c'est je connais mon milieu, je suis en sécurité. Non, mais c'est toujours la peur de l'inconnu, hein, de toute façon. Mm. Aujourd'hui, pour revenir à ton entreprise, tu la vois comment dans les années à venir? Je la vois vraiment avec ce souhait de partager, ce souhait de transmettre l'expérience que j'ai pu acquérir tout au long de ces années et vraiment aider. Alors tant au niveau multiculturel, tu vois, parce que ça c'est vraiment mon dada d'expliquer comment fonctionnent les différentes cultures, comment comment s'enrichir de ces diverses cultures et comment surtout travailler en harmonie ou s'épanouir dans un pays à l'étranger. Mais c'est surtout comment développer son global mindset. Je pense que l'état d'esprit et de croissance et ce qu'on appelle aussi le benefit mindset est très important parce que c'est ce qui te permet, dans les coups durs, de rebondir, d'être plus résilient et c'est ce qui permet en fait de toujours faire en sorte que même si une expat se passe pas aussi bien que ce qu'on aurait aimé. Je te parle de ça. Moi, j'ai habité en Arabie Saoudite. Je pouvais pas bouger toute seule. Je devais avoir. Alors, ça fait rêver hein, sur le papier d'avoir un chauffeur, mais bon, ça t'enlève quand même une sacrée partie de ta liberté quand tu as envie de prendre ta voiture et juste d'aller te promener dans un souk ou juste aller voir tes copains toute seule, quoi, sans devoir sans avoir pardon à l'organiser, etc. Moi, je devais porter un abaya aussi. Donc voilà, c'est de faire en sorte que soit tu le vois en te disant bah, trop sympa l'abaya, je respecte la culture et en fait je vais faire mon sport, j'ai pas le temps de me prendre une douche, du coup je mets mon abaya et personne sait que je suis dégueu en dessous. Donc du coup tu vois tu le tournes en dérision et tu te dis bon bah ça fait partie du jeu. Soit tu te dis mais en fait je vais pas sortir de chez moi, je vais passer ma journée à regarder des séries parce que en fait bah je peux pas bouger. Le chauffeur, ça me plaît pas, je me sens pas en sécurité. Et puis j'ai juste pas envie de porter un abaya, ça fait pas, ça atteint ça atteint mes valeurs et ma liberté. Donc en fait, voilà, c'est en ça que l'état d'esprit, je pense, est très important parce que ça te permet soit de faire de ton expérience une aventure, hein, qu'elle soit positive ou négative, mais pour moi, il y a toujours du positif qui en ressort, soit de te dire, et j'en ai vu, hein, des expats qui juste se referment chez eux. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a toujours du positif dans tout et à travers des outils tels que l'interculturel, tels que le brain gym, tels que l'état d'esprit à développer. Je pense que c'est ça vraiment la clé et c'est ça que j'ai envie de continuer de faire au sein de mon entreprise. Je comprends mieux. Euh, du coup, on a parlé des retours en France, et c'est la question que j'aime poser aussi, c'est aujourd'hui, donc on est d'accord, c'est tu te poses pas du tout la question de rentrer en France, et est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? De rentrer en France? Ouais, C'est une très bonne question. Oui, tu y penses de temps en temps. Je me pose la question par rapport à mon aîné, tu vois, qui va rentrer au collège. Hem, oui, oui, on se peut se poser la question. En fait, c'est pas vraiment rentrer en France, c'est quand rentrer en France, tu vois? c'est Heu, intéressant, on développe. ouais, parce qu'en fait, est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand est-ce que j'ai besoin de rentrer en France pour mes enfants, tu vois? Si j'avais besoin de rentrer en France pour mes enfants. C'est plus dans ce sens-là. Après moi je suis ravie de la France, tu vois? Là j'y vais, enfin, j'ai pas une aversion, hem, on a une maison en France et cetera. Mes parents sont en France, mais c'est vraiment de se dire: «Est-ce qu'à un moment donné, on a besoin de rentrer pour donner une stabilité à nos enfants ou justement parce qu'elles sont françaises, est-ce qu'elles ont besoin d'habiter en France, pour, entre guillemets, justifier
tu vois, ou avoir cette certaine légitimité d'être française. Mais après, je pense que tant que moi, avec ma carrière nomade, je peux travailler n'importe où, donc ça me posera pas de problème de rentrer en France à ce niveau-là. Après, à voir, tu vois, si mon mari peut trouver un emploi en France, p- pourquoi pas en fait. C'est vraiment le champ des possibles. Mais moi, je suis, comme je te disais, vraiment, je suis dans le mindset à chaque heure suffit sa peine. Donc pour l'instant, on profite au jour le jour. Et puis, on verra bien, tu vois, s'il y a une opportunité qui se présente ou pas. Tu vois, j'avais pas prévu d'aller habiter en Arabie Saoudite, par exemple. Ou j'avais pas prévu, tu vois, tous les événements familiaux qu'on a pu avoir, qui sont assez compliqués à gérer quand tu es loin. Est-ce que ça nous a, tu vois, fait réfléchir en nous disant est-ce qu'il faut rentrer ou pas? Bah, finalement, on a pu gérer tous ces événements assez dramatiques de loin. On est rentré quand il le fallait, tu vois. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant. J'en parlais hier avec une de mes clientes. Je pense que tu vois, il faut regarder combien de temps tu mets pour rentrer. Quand on était en Australie et on a perdu un membre de notre famille, bah, ou tu vois, j'avais le mariage de ma meilleure amie, bah là, tu rentres pas. Parce que clairement, c'est 24 heures. Alors que Dubaï, clairement, bah, en 6 heures, t'es rentré, quoi. Et je pense que ça, c'est très important quand tu choisis le pays dans lequel tu veux habiter, selon l'attachement que tu as avec la France. Bah, c'est important de se dire, voilà, s'il y a un pépin, combien de temps je mets pour rentrer? Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, pour moi, voilà, je le vois comme ça. J'habite en fonction de, je dirais peut-être non à une mutation en Nouvelle-Zélande parce que c'est trop loin, euh, plus que de me dire je rentre en France. Je sais pas si ça fait du sens. Non, je comprends parfaitement, parce qu'après, c'est qu'on est, comment dire, quel que soit le noyau familial, amical, on y reste attaché. Après, c'est la question de savoir, oui, si est-ce que je me mets dans une situation où je ne peux pas rentrer dès qu'il y a un souci, ou est-ce que je me mets dans une situation où je rentre dès qu'il y a le moindre souci, et après, ça peut devenir aussi problématique. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, comment dire, je parle pas de drame, lorsqu'on perd quelqu'un ou autre, hein, mais est-ce qu'on prend cette habitude où dès qu'il y a un souci, si je fais mes valises et je rentre en France pour quelques jours, ça après, ça peut devenir une instabilité. Moi, ça, je le vois comme une instabilité. C'est être en permanence sollicité par l'entourage, et en fait, et le fait, ouais, de rentrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut trouver le juste milieu. Faut trouver le juste milieu. Après, oui, nous, c'était des cas, enfin, c'était compliqué. Donc, du coup, on avait entre guillemets pas le choix. Mais je comprends ce que tu veux dire pour pas avoir, dit très vulgairement, excuse-moi, le cul entre deux chaises, quoi. Entre deux sièges, Entre deux exactement. Deux avions. sièges d'avion, de Siège train, d'avion, exactement ce que j'allais dire. Mais je pense, voilà, je pense que si on devait, tu vois, si quelqu'un se pose la question de partir, je pense que c'est un bon conseil à donner de se dire, attention, selon ce que vous voulez faire de votre expatriation et selon l'attachement que vous avez en France, regardez, voilà, si c'est important pour vous de pouvoir, voilà, prendre, ça vous dérange pas de mettre 24 heures ou 6 heures et si ça a une importance dans votre état d'esprit ou dans vos valeurs par rapport à l'expatriation que vous souhaitez avoir, si tu veux. Je pense que ça fait partie des choses tu vois, à mettre dans la balance. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est préparer son expatriation comme il faut préparer son impatriation. Exactement. Ouais. Citizen of the World, ça te parle? Ouais, c'est un peu nous, non? C'est ça. Mais c'est aussi le titre d'un bouquin. Il paraît, il paraît. Bah, c'est exactement ça. Tu vois, ce bouquin, je l'ai écrit en Arabie Saoudite parce que comme j'avais pas envie d'appeler mon driver toutes les 2 minutes pour aller ci et là, eh bien, je me suis mise à écrire un livre. Donc, effectivement, I'm a Citizen of the World. Je trouve que ça nous complète et nous résume, si on peut être résumé. Mais j'ai souhaité en fait écrire ce livre tout simplement parce que certaines entreprises ou certains individuels, parce qu'on part pas forcément avec un job à l'étranger, euh, n'ont pas, non, enfin,
il n'est pas forcément tout le temps facile d'accéder à tous ces concepts interculturels ou tout ce processus ou toute cette to-do list ou ces outils qu'on peut avoir besoin pour s'intégrer et s'adapter le plus sereinement possible. Et donc, du coup, c'est en ça que j'ai écrit ce livre. C'est un petit livre. Alors, j'ai des copains qui appellent ça le cahier. Voilà, mais ils aiment bien ils aiment bien me taquiner. Mais effectivement, c'est un petit livre à lire en fait en famille, surtout, pour pouvoir comprendre les émotions tant des parents que des enfants. Parce que je reste persuadée que si nous, en tant que parents, on se sent bien, bah, les enfants se sentiront bien aussi. Mais je pense qu'en tant que parent, c'est aussi important de leur dire, bah, moi aussi, je vais avoir peur d'arriver dans un coffee morning, parce que bon, on est tous plus ou moins obligés de passer par là quand même, pour rencontrer du monde. Moi aussi, je connais personne. Moi aussi, je sais pas où acheter ci ou ça. Et en fait, leur faire comprendre que bah, eux aussi, quand ils vont rentrer dans la classe pour la première fois, et ben, ça peut être une source de stress. Et donc, du coup, bah, qu'on partage les mêmes craintes, qu'on a les mêmes appréhensions. Et donc, ce livre nous permet de comprendre et d'avoir les clés pour faire de son expatriation un succès et du coup en découvrant bah, le burger notamment, mais aussi d'autres outils qui permettent à la famille, aux enfants, aux jeunes adultes de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et comment réagir lorsqu'on est, par exemple, dans le grand 8 et qu'on n'a pas envie de manger, qu'on n'a pas envie de sortir de chez soi, quand on n'a pas envie de se dire, bon, bah, allez, il faut que j'aille découvrir un nouveau sport, mais j'aimais vraiment faire de la gym, mais là, je peux pas faire de la gym. Tu vois, toutes ces petites choses qui permettent de recréer des repères et de se réapproprier le nouvel environnement. Donc, c'est ça, I'm a citizen of the world. Et comment dire, je comprends quand tu dis c'est un peu nous, en fait, c'est exactement ça. C'est parfois on peut être décalé. Oui. On peut se retrouver complètement décalé. Nous, on sait pourquoi, mais c'est hyper compliqué de l'expliquer. Alors, je te Et raconte pas à quel point c'était compliqué de le mettre dans un livre. voilà, donc alors le synthétiser déjà, comment dire, le verbaliser, le mettre sur un bouquin, là, honnêtement, je te tire mon chapeau. C'est gentil, merci Ali. Il y a une question, là on est à 40 minutes, on arrive gentiment vers la fin du podcast. Il y a une question que je pose toujours à mes invités, c'est si quelqu'un devait s'expatrier, quel conseil tu lui donnerais? Ouais. Alors j'en ai donné déjà pas mal, mais le conseil vraiment que je donnerais, c'est de se préparer, d'avoir, si possible, une formation. C'est pas long, hein, c'est pas une formation d'une semaine, hein, ça peut être, tu vois, hier j'ai eu une cliente, bah, c'était 1 heure et demie, mais voilà et d'avoir une formation pour se préparer parce que, on a besoin, tu vois? Donc je suis aussi, enfin je suis aussi une praticienne en brain gym, on en reparlera à une autre occasion, mais les mouvements de brain gym permettent de trouver la bonne balance entre notre esprit et notre corps et ça, c'est très important quand on part en expatriation et je pense qu'une formation interculturelle ou une formation sur le global mindset, nous permet vraiment d'ouvrir les yeux parce que finalement, on ne voit pas les choses. C'est la fameuse citation d'Anaïs Nin. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous les voyons. Et donc, c'est en ça qu'il faut vraiment développer son état d'esprit. Donc, chaque personne qui part à l'étranger, peu importe son âge, je pense qu'il faut vraiment travailler sur son état d'esprit. Et une dernière question. Donc, tu as pas mal bougé, tu as pas mal voyagé. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de créer ta société à Dubaï à ce moment-là de ton parcours? Ça aurait pu Parce venir avant, ça aurait pu venir après? après, ouais, exactement. Bah, tout simplement parce que bah, quand tu te maries pour la vie. Du coup, mon mari, donc, qui était muté à Dubaï, on s'est vraiment dit, tu vois, normalement, on devait rester 12 ans et on y est encore. 2 ans, on devait rester 2 ans, pardon, et on y est encore. Et en fait, pour moi, c'était vraiment de commencer une carrière qui faisait du sens, de commencer une carrière nomade. Et puis, j'adore les challenges, donc monter en tant que femme une entreprise dans un domaine tel que des formations interculturelles où quelque part des gens pourront dire mais en fait tu vends du vent. C'était un beau challenge et je suis ravie, tu vois, de l'avoir relevé parce que voilà,
ça n'a pas toujours été simple, hein, clairement. Mais c'était le bon moment pour moi où j'étais alignée avec mes valeurs, où j'ai vu l'importance des formations interculturelles, notamment au Moyen-Orient. Et puis, c'était un beau challenge, ouais. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. Et j'avais pas encore d'enfant, donc je me suis dit, c'est now or never. Écoute, Florence, je te remercie du coup pour ton temps, pour ton récit et pour tes conseils. Que te souhaiter de plus? De voyager encore plus, Exactement. de Je crois que j'ai découvrir été d'autres pays. invitée à Lisbonne dans pas longtemps, non? Normalement, ouais, ça peut être courant 2023, mais il y a des chances qu'on s'y retrouve, ouais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce fabuleux podcast. Je trouve que c'est une très belle idée, un très beau concept. Eh bien, écoute, je te remercie et on va continuer de le faire vivre encore et encore. Avec Il joie. paraît qu'il y a 3 millions de Français expatriés. Donc, ouais, ça fait encore un peu de monde à interviewer. D'autant plus que sur la saison 3, je vais même interviewer des entrepreneurs étrangers à l'étranger. D'accord. Donc, je pense que Je là, il vais n'y a pas trop de limites. La seule chose que je demande, c'est que le podcast soit en français pour l'audience, pour la communauté. Du reste, quel que soit le type de business et quel que soit le pays, si je suis amené à me déplacer, j'irai à leur rencontre. Donc ça Et fait un peu de monde encore. ça fait encore un peu de monde. Mais oui, mais le monde est notre terrain de jeu, donc c'est parfait. C'est ça. Écoute. Donc on se recroisera sûrement, écoute, en Europe, à Lisbonne, au Moyen-Orient. On se tiendra au courant. Ce qu'il faudrait, c'est demander à Mickaël de BeExpat, c'est de pucer l'application, qu'on sache un peu où on est en permanence. Exactement, ça pourrait être sympa. Et au passage, honnêtement, BeExpat, c'est l'application qui nous manquait. C'est le réseau social qui nous manquait. Ce qui est chouette, c'est que en fait, on est connecté, quoi. On est connecté sur plein de niveaux différents et c'est vraiment sympa. Un, on est connecté. Deux, on n'est pas soumis à un algorithme qui est complètement biaisé aussi. Ah ça, les réseaux sociaux, ouais. C'est ce qui fait que moi, je suis pas présent sur Facebook. Hein. Sur Facebook, j'ai un compte et ça s'arrête là. Je suis dans aucun groupe. C'est pas possible. Donc honnêtement, voilà, c'est comment dire, je tire de nouveau mon chapeau à Mickaël pour avoir pensé, avoir lancé BeExpat. Exactement. Et puis surtout, et en plus, avec, au-delà de BeExpat, qui sont nos partenaires au sein d'Expat Village, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi dans notre village virtuel. Moi, je t'attends, Alim, avant qu'on se voit en vrai. Je t'attends et je t'invite dans mon village virtuel. Donc, Allons-y. comme ça, tu pourras rencontrer tous les professionnels de l'expatriation, nos partenaires tels que BeExpat ou encore Clément, que tu vas retrouver à Malte tout à l'heure, de Oh My Hop. Parce que je pense qu'on est en train de se créer un beau village au sein de ce monde. Écoute, non, mais il faudrait créer c'est un autre monde avec des ambassadeurs, des représentants, des consuls. Exactement. On a déjà l'école, la clinique, le hub, la bibliothèque, tu vois. Donc, et on a ce village virtuel qui est vraiment canon parce que on en a tous un peu marre de Zoom et du coup, au sein du village, on peut vraiment se retrouver dans la conférence room pour les conférences qui auront lieu pendant le sommet, mais on a aussi le rooftop bar, le café, etc. Donc c'est vraiment sympa. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que tu vois, si tu viens, tu pourras faire des rencontres. Alors, je pense pas qu'on ait 3 millions de personnes, mais tu pourras faire des rencontres. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment partager en one-on-one aussi. Donc, dans mon village, tu pourras aller te boire un verre au bord de la piscine avec peut-être quelqu'un que tu intervieweras plus tard. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. C'est vraiment une histoire de belle rencontre. Florent, je te remercie de nouveau. Voilà. Et je te dis à bientôt. Ciao et surtout bon vol. Merci beaucoup, Alim. À bientôt. Ma salam. À bientôt. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Comme toujours, je dis prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode et un prochain invité. Au revoir.